Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillais est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. Et la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes, auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. Vous venez d'écouter, comme tous les mardis soirs de 22 à 23, la très belle émission de Chrysanthème qui laisse place aux sportifs du soir, à ceux qui vont faire des footings à minuit qui n'ont aucun sens, sachant qu'il fait maintenant 2 degrés dehors, donc sortez couverts. Nouvelle émission du Campus Sport Club et je ne suis jamais bien seul. Pour m'entourer ce soir à un très beau casting. Ça faisait longtemps que j'étais pas autant entouré. Là, j'ai beaucoup trop de dieux qui me regardent. Ça va me mettre la pression. Je vais faire dans l'ordre. Tiens, pour commencer, Marine, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Déjà la semaine dernière, c'est bon, t'as la coutume. C'est bon, on est entraîné, on est échauffé. Mais on va parler en bien de Marseille normalement tout à l'heure. Donc on est tous les deux armés. Face à moi, Maxime Paulin, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? La forme. Et puis pour finir, retour de Gaëtan aussi. Comment tu vas? Ça va super. T'es prêt à nous vendre un personnage assez atypique, j'ai envie de dire. Plus que prêt. Plus que prêt. Gaëtan qui a eu l'idée de venir avec un petit portrait assez sympathique. On l'écoutera bien sûr à la fin de l'émission et à la toute fin normalement. Il y aura la place, t'inquiète pas, on va essayer de respecter les temps. Marius, pour tes immanquables. Comment tu vas? Ça va nickel et toi? Très bien. Écoutez, si on part là-dessus, on est en très bonne forme. Marine, si t'es chaud patate. On y va. T'es prête? Eh ben écoute, on part sur les petits résultats comme d'habitude. Ligue 1, Top 14, NBA. Vous n'avez rien suivi du week-end? Pas de problème. Voici les résultats du Campus Sport Club. On va peut-être en reparler un peu plus tard de l'Olympique lyonnais masculin qui a gagné ce week-end. Alors, il y a des supporters ce soir de Lyon? Là, non, de Rennes, par contre. Oui, non, donc on va pas en parler. Oui, il y a du Roazhon par là, c'est vrai, à ma droite. Non, mais on va du coup mettre d'abord l'accent sur l'Olympique lyonnais féminin qui a fait une très belle démonstration de force ce soir. Ouais, heureusement que les filles sont là. Lyon, victoire en Ligue des Champions pour leur premier match contre le Slavia Prague. Elles se sont déplacées là-bas et elles ont gagné 9-0. Donc vraiment pas de débat, pas photo, largement au-dessus sur tout le match. Du coup, 9-0, 8 buteuses différentes. Seul Gilles qui s'offre un doublé, sinon que des buteuses différentes. Il y a 2 autres équipes françaises en lice pour la première fois cette année. C'est 2 équipes parisiennes également et elles effectueront leur entrée dans la compétition demain avec le déplacement du PSG à l'Ajax Amsterdam et la réception du BK Häcken pour le Paris FC, qu'on a hâte de voir à l'œuvre après leur phase de qualification juste fantastique. Toujours un peu de foot avec la Ligue 1, comme l'a souligné Thierry Henry, le sélectionneur des Bleuets. Seulement 12 buts dans cette 12e journée de Ligue 1, assez pauvre en spectacle. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle avait commencé vendredi soir avec un bon vieux 0-0 entre Montpellier et Nice à la Mosson. Plus entreprenant, les Niçois auraient pu être piégés par 2 poteaux d'Accor Adams, mais ils ont gardé le score vierge et la 2e place du championnat. Kylian Mbappé s'est lui offert un triplé pour la victoire du PSG, 3-0 à Reims. Le PSG garde la tête de la Ligue 1 et Mbappé celle du classement des buteurs avec déjà 13 buts en 11 matchs, loin devant Accor Adams justement, qui compte lui 7 répétitions. Monaco lui reste sur le podium malgré un match nul 0-0 aussi au Havre. Metz s'impose 3-1 face à Nantes à la Beaujoire et les 2 derniers du championnat, Clermont et Lyon, soufflent et prennent les 3 points.
Face à des Rennais à 10 après seulement 5 minutes, Lyon, certes peu rassurant dans le jeu, décolle enfin en Ligue 1, arrachant un premier succès un peu laborieux, mais grâce à Jake O'Brien, buteur de la tête. Le Stade Rennais, par contre, recule encore un peu plus en championnat avec un 5e match sans succès. Pour les résultats du coin, le LOSC a été tenu en échec par Toulouse ce dimanche malgré beaucoup plus d'occasions, score 1 partout et but du jeune Lenny Yoro qui est assez impressionnant côté lillois. Bon, Adrien, celle-là, on l'a fait vite parce que ce but de Grady à la 90e, là, il nous fait encore très mal dans les derniers instants d'un match assez terne et ennuyeux. Les Lensois ont fait plier les Marseillais sur coup de pied arrêté. Bon, je dis on l'a fait vite, mais bon, t'étais quand même au stade, ça va, tu t'es pas trop ennuyé, raconte-nous. Alors, du coup, j'étais là un peu. C'était ma première à Bollaert. J'étais là pour l'ambiance, pour les frites et je me suis bien fait charrier tout le match par de fervents supporters lensois que j'embrasse si par hasard ils m'écoutent. Mais avec mon ami, on a tout de suite été repérer les intrus dans la masse, comme ils disent là-bas, et on en a pris pour notre grade tout le match, sachant que sur la pelouse, effectivement, côté Marseille, c'était pas très glorieux. Et Lens mérite amplement. Pour ces rencontres de ce week-end, par contre, à noter, et j'avais vu passer un petit article dans l'équipe aussi l'autre jour, très compliqué ces temps-ci pour les attaquants. Tu soulignais une journée à 12 buts. Pour ce qui est des attaquants un peu tous en berne, il n'y a que Kylian Mbappé, bien sûr, lui, toutes les pelouses de Ligue 1 sont ses pelouses. Maintenant, avec ce triplé merveilleux contre Reims. Qu'est-ce qu'on en pense de ça d'ailleurs par rapport que ce soit à Lyon forcément où il y a déjà des complications et ça va pas super bien non plus pour le trio offensif. À Rennes c'était compliqué aussi. Ça a du mal à confirmer en ce début de saison en tout cas. Pourtant on a eu le retour de Terrier qui est normalement aurait dû faire du bien à l'attaque et on reste très très timide offensivement. C'est Ibrahim Salah qui est devant pour les buteurs du Stade Rennais avec 4 ou 5 réalisations il me semble et lui est considéré comme un super sub, donc c'est assez bizarre. Même face à Lyon c'est un défenseur qui marque de leur côté. Alors est-ce que c'est les défenses qui sont de plus en plus rodées, est-ce que les attaquants sont eux moins bien préparés, je sais pas, mais en tout cas peut-être aussi le fait qu'une Ligue 1 à 18 équipes fait aussi qu'il y a moins de buts forcément, donc je sais pas si ça va jouer sur le reste de la saison. Je sais que l'année dernière, on avait beaucoup plus de buts à cette même période. Donc, il y avait aussi beaucoup de cartons rouges. Hein. Ouais. C'était le changement qui a peut-être aidé à ça. Aidé en tout cas à l'entrain offensif. Mais même pour ce qui est en tout cas des gros clubs, des gros calibres, en tout cas, je tiens à voir que sur ce début de saison, Adams, bonne surprise qui confirme à Montpellier. Et Mbappé est à sa place. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a quand même 12 buts sur toute la journée. Il y a 7 buts en 2 matchs. Ça veut dire que sur les 6 autres rencontres, ou les 7 autres rencontres. 6 parce que Brest-Strasbourg n'a pas joué. C'est vrai. Et sur les 6 autres rencontres, il y a 5 buts en 6 matchs, ça fait même pas un but par match. Donc ouais, c'est un peu impressionnant de voir les grosses équipes de Ligue 1 pas réussir à marquer. Même Nice, qui caracole en tête pour l'instant. Nice, Monaco a du mal offensivement. C'est tout pour la défense avec des clean sheets. En tout cas, leur gardien doit être bien heureux, Marcin Bulka, mais même les attaquants, ils ont pas n'importe qui quand même. Nice, ils devraient peut-être en mettre plus. En tout cas. Voilà, Marine. Ouais, bon, beaucoup plus de spectacles en première ligue. Hein. J'aimerais bien quand même souligner un match fou entre Chelsea et Manchester City, avec presque autant de buts qu'en une journée de Ligue 1. Le duel entre les deux équipes s'est soldé par un spectaculaire 4-4. Ça n'a pas arrêté, c'était assez dingue et ça l'est d'autant plus que Chelsea est 11e de première ligue, avec un début de saison très très compliqué. Pourtant, de ce que j'ai regardé cette saison, je pense pas avoir vu City douter autant, avoir autant de mal à ressortir le ballon d'un pressing. Donc voilà, un match très cohérent et combatif de Chelsea. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite ? C'est déjà mieux depuis quelques journées. Hein. Ouais. Depuis le match contre Arsenal, notamment, même s'ils égalisent à la fin du match, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression dans le jeu, Pochettino arrive à bien faire jouer ses joueurs et je trouve que l'arrivée de Palmer est très très intéressante. Et le retour en très grande forme de Raheem Sterling, je pense que ça va faire beaucoup de bien à Chelsea cette saison. Raheem Sterling, qui est un des éléments qui manquait cruellement ces dernières semaines, en tout cas à Chelsea, d'y croire, j'ai l'impression. Parce que Jackson, pas mal, aussi notamment face à Arsenal avec ce triplé, même si... Non, c'était pas contre nous. Non, contre Tottenham. Contre Tottenham, ouais. Ce triplé, il peut en mettre plus, je crois. Il peut en mettre beaucoup plus. Mais ça fait, mais ça fait du bien. Ouais. Un attaquant qui met des buts pour lui, pour sa confiance, c'est important.
Cole Palmer, un peu dans le même registre que Kaya Verts en gaucher l'année dernière. Un peu en faux attaquant, en faux neuf. C'est ça, et qui marque contre du coup son ancien club. Première sélection aussi. Première sélection avec les Anglais. Donc je pense que ça peut faire mal sur la suite de la saison. Parce que Chelsea qui a acheté en masse depuis un paquet de mois, et Cole Palmer qui a l'air d'être le vrai bon achat qu'ils aient fait, en tout cas qui est confirmé à vitesse grand V. Ils ont des blessés après, surtout Nkunku qui va revenir bientôt. Et toujours Fofana qui est blessé depuis 2 ans, qu'on n'a pas vu sur les pelouses. Voilà, faut attendre de voir les Français de Chelsea ce qu'ils vont donner. On a vu Malo Gusto qui a raté une énorme occasion à 3-3, je crois. Ouais, c'est ça. Et il y a Badiachil et Dizazi qui s'en sortent pas trop mal aussi, donc on verra, mais Chelsea ça va. C'est bien d'avoir ces équipes du ventre mou qui permettent de garder les 3-4 premières à distance. En tout cas, on a un peu un top 5 qui se dessine en première ligue, j'ai l'impression, pour ce qui est des places européennes. Ouais, on passe sur du tennis avec le Masters de Turin pour son premier match au Masters, puisque pour rappel il avait déclaré forfait l'an passé pour ce rendez-vous de fin de saison. Carlos Alcaraz n'a pas retrouvé la flamme de ses meilleurs mois de 2023. L'Espagnol, qui a parfois eu du mal à trouver son rythme dans ce match, a été dominé en 3-7 par Alexander Zverev, 6-7, 6-3, 6-4, et lance mal sa dernière campagne de la saison. Malgré un match décousu et assez décevant tennistiquement parlant, Zverev confirme son retour en grande forme. Medvedev, le 3e mondial, débute lui parfaitement ses ATP Finals, puisque pour la 2e rencontre de ce groupe rouge contre son compatriote et ami Andrei Rublev, il a su se montrer intraitable en fond de cours sur sa couverture de terrain pour dégoûter complètement les initiatives et l'envie de Rublev trop maladroit et irrégulier. Dans le groupe vert, cette fois, Novak Djokovic a disposé d'Holger Rune au bout d'un match de plus de 3 heures, imposant sa lucidité et son expérience à son cadet de 16 ans. Et cerise sur le gâteau, pour la 8e fois de sa carrière, il est assuré de finir la saison en tant que numéro 1 mondial. En début d'après-midi, dimanche, dans l'autre rencontre du groupe vert, Yannick Sinner a battu Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-4. Vainqueur satané de 4 tournois et 4e mondial, il montre une solidité et une régularité qui n'ont plus rien à voir avec son passé récent. Diminué physiquement dans ses déplacements, Tsitsipas n'aura tenu que 3 jeux avant de jeter l'éponge pour son 2e match dans ce groupe. À 20 ans, Holger Rune remporte lui du coup sa première victoire dans ce Masters, qui le relance dans la course à la qualification. Et en ce moment, du coup, Novak Djokovic qui rencontre Yannick Sinner et qui a perdu le premier set 7-5, et on était encore à 5-5 dans le 2e set. Ils sont tie-break. Bon, voilà. Exactement, j'avais ça sous les yeux au cas où. Ouais, moi je capte. mais voilà, du coup, peut-être, messieurs, petit pronostic rapidement. Le Master de Turin cette année, 7e titre ici pour Djoko, ou on voit un autre vainqueur de votre côté? Djoko trop fort sur les fins d'année aussi. Pour moi, ce diable de Serbe. Là. Même s'il finit 2e du groupe, s'il perd contre Sinner ce soir, il gagnera quand même. Ouais. Quand il y a de l'enjeu, il est toujours là. Oui, il va se qualifier pour les demi-finales, et puis ensuite il va être à son top niveau. A priori. Enfin, de toute façon, Tsitsipas est out pour le reste du tournoi, donc ça veut dire que là la première place se joue ce soir entre Sinner et Djoko, mais enfin s'il a battu Rune, je vois mal Sinner perdre contre Rune. Je pense que ce sera Sinner et Djoko dans ce groupe-là, et peut-être un Zverev Medvedev de l'autre côté, mais ça dépendra de ce que fait Alcaraz contre Rublev et Medvedev. Mais ouais, ça va être compliqué pour Carlos, je pense. Et on passe au rugby avec le top 14, la 6e journée. À la différence de points, la section paloise n'est officiellement plus leader du championnat. Mais pour les Palois, l'impression est la même, et l'idylle continue grâce à une 5e victoire consécutive. Portés par le meilleur début de saison depuis leur retour en top 14, les Palois ont fait tomber Toulouse et se sont défaits de l'Union Bordeaux-Bègles, autre candidat au top 6 en fin de saison. C'est une première dans l'histoire du Stade français. Les Parisiens ont gagné sur la pelouse de Lyon ce samedi après un match très disputé. Victoire 36-32. Ward, Abrimshvili, Ivaldi et surtout Henry, auteurs de 21 points, ont offert un précieux succès à leur équipe face à des Lyonnais pourtant accrocheurs jusqu'à la fin. Le Stade Rochelais, après 3 défaites consécutives, s'est enfin imposé face à l'Aviron bayonnais, 18-15, mais n'a pas vraiment rassuré pour autant. Le retour des mondialistes n'a pas été très impactant, et c'est un coup de pied d'Hugo Reus qui a délivré La Rochelle.
En revanche, Bayonne a enchaîné une 4e défaite à l'extérieur cette saison en autant de rencontres. Montpellier plonge lui aussi un peu plus dans la crise, incapable de gagner depuis la première journée du top 14 et sa victoire facile à La Rochelle. Le MHR a enchaîné une 5e défaite de rang ce samedi contre Clermont, défaite 17-20. Est-ce que ça a suivi un petit peu le top 14 ? Qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée ? Pau très en forme, je dirais, même si ils perdent leur place de leader, je trouve que c'est une équipe qui est en pleine forme en ce moment au top 14. À noter aussi qu'ils ont enregistré une belle arrivée là en début de saison avec l'arrivée de Whitlock, le géant néo-zélandais. Donc voilà, moi je suis plutôt pour Pau. Je veux dire très bon début de saison à souligner et rien d'autre à signaler pour moi. Peut-être aussi l'arrivée à mon avis, on en parlait avant avec Maxime en l'émission de Jaminet. Qui va plus se préciser l'arrivée de Jaminet à Toulon. J'en parlais tout à l'heure. Ouais. En provenance de Toulouse, mais voilà. Ouais, laisse Maxime avoir de la matière pour les news. Ouais, c'est pas mal. Il y a Toulouse, donc j'ai vu ce match-là qui c'était largement devant. J'ai même plus les chiffres en tête exacts. Je vais pas dire de bêtises, mais qui se sont laissés tranquillement revenir par Perpignan et a priori on est passé pas loin même de la défaite. C'est rare ça côté toulousain en tout cas à domicile. Je sais pas si. Ouais. D'autant plus à domicile, c'est compliqué. Enfin, c'est bizarre de les voir galérer autant après avoir pris autant d'avance au début de match. Mais après, ça montre peut-être un peu de fatigue, un peu de. Même peut-être que c'est Perpignan, je crois, qui a essayé de. C'est ça, c'est Perpignan. Oui, c'est contre Perpignan. Ouais. Perpignan qui est dernier, je crois, de top 14 et qui a posé des problèmes vraiment à Toulouse. Donc ouais, ça montre que même les prétendants au maintien peuvent poser des problèmes aux prétendants au titre dans ce top 14 qui est de plus en plus compétitif. Et avant d'enchaîner Marine, pour l'instant je te tiens au courant, Djokovic a 2 balles de 7 et il a loupé la première. Ouais. Ok. Attention, je te tiens au courant. Tiens-moi. Et on finit un set partout. Voilà, un set partout. Il est plus rapide que moi. Voilà. T'es dépassé. Je me fais vieux, moi 3 saisons, c'est fini. Ça y est, on va être remplacé. Oh. Bon allez, on finit sur la Transat Jacques Vabre après 14 jours, 10 heures, 14 minutes et 50 secondes de mer sur son trimaran. L'équipage Banque Populaire a remporté la Transat Jacques Vabre. Armel Lecléac et Sébastien Josse ont devancé de quelques heures le trimaran de SVR Larzartig, mené par François Gabard et Tom Laperche. Parti dimanche 29 octobre du Havre avec l'objectif affiché de triompher des 4 autres ultimes, donc les trimarans de 32 mètres. En lice sur cette route du café, le duo a avalé 263 miles, soit près de 15 000 km à la vitesse moyenne de 26,75 nœuds, donc près de 50 km/h, faisant l'essentiel de la course en tête. Et peut-être pour finir, dernier petit clin d'œil au club du coin en water-polo. On avait la Coupe de France hommes et femmes et Tourcoing s'est incliné contre Marseille et les femmes du Luc se sont imposées elles à Strasbourg. C'est bien ça, Adrien ? Ouais, exactement. Elles ont gagné d'1 but face à Mulhouse. De toute façon, c'était le choc attendu. Et Tourcoing, c'était leur première finale depuis le retour de cette Coupe de France de water-polo qui avait lieu donc à Strasbourg et malheureusement Marseille est trop fort, qui gagne sa 3e Coupe de France de suite. Donc, non. Et pour la petite info, la Coupe de France en water-polo qui est revenue là depuis 3 ans, qui avait disparu depuis 2013. La toute première Coupe de France avait été gagnée à l'époque par les enfants de Neptune, donc Tourcoing. Donc ils auraient pu, voilà, peut-être. Ça fait vieux. Mais j'étais pas né, hein, donc tu me regardes parce que tu dis le vieux va être remplacé, mais j'étais pas né. Jamais je dirais ça. Non. Hors antenne, oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup Marine pour ta sincérité et donc pour ces résultats. Il est temps de marquer une petite pause en chanson comme d'habitude dans le Campus Sport Club. Si je vous dis que je vais vous passer Bicycle Race de Queen, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi ? Parce que le Tour de France 2025 partira de Lille. Il y a de ça, il y a un tout petit peu de ça. Okay. Mais à Gaëtan, t'as mieux ? Je vais à la même hypothèse que Maxime. Dans le micro, Gaëtan. Même hypothèse que Maxime. Non. Entre autres, j'en ai profité, mais en ce jour, en 1954, est né un certain Bernard Hinault. Et lorsque Queen a sorti cette chanson qui plus est, donc en 1978, Monsieur Hinault remportait son premier Tour de France. Et même son premier Tour d'Espagne. Donc je me suis dit, tiens, hop, on fait une pierre 2, 3, 4, 5 coups. On en profite. Et puis c'est une chanson que je connaissais pas du tout. Donc j'en profite. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent ici, mais
Non. Queen, oui, mais c'est pas clair. Queen, c'est qui Queen? Je connais pas. Tu connais pas Queen? Mais cette chanson-là de Queen, je connais pas. Bon, on s'écoute ça en tout cas. Hop, je vous la mets. Et on revient juste après. De retour sur le campus Sport Club. Et non, pas encore. Chut, hein. Maxime, enfin. Non, j'ai été surpris par la fin de la chanson, c'est fou. Je m'attendais vraiment pas à cette fin-là. J'espère que ça vous a plu, tout simplement. C'était pas mal, ouais. C'était pas mal? Ouais, mais c'était pas mal. Alors que le générique qu'on a commencé à entendre, il était, ouais, tu vois, hein. La voix, on sent que, c'est pas un alto. Je me fais abattre. Maxime, allez, vas-y. Donc, cette fois, je te lance correctement ton petit jingle, puisqu'on enchaîne dans ce Campus Sport Club. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille. Il est temps des news, donc de Maxime. Et je vous ai un peu lancé sur la voie avec, du coup, vous l'avez dit, la première info qui va tourner autour du vélo. Vous avez suivi les dernières infos sport du moment, mais certaines vous sont passées sous le nez? Pas de soucis, les voici toutes réunies dans les news du CSC. Et donc, Tour de France. Ouais, Tour de France. Même Tour de France avec Lille dedans. Ouais, une très belle nouvelle pour la métropole européenne lilloise, puisque il est sponsorisé. Il est obligé de dire tout l'intitulé à chaque fois. Le groupe Amaury Sports Organization l'a annoncé dans un communiqué, mais pour la 3e fois de l'histoire du Tour de France, c'est bel et bien la ville de Lille qui accueillera le départ du Tour de France en 2025, une 3e fois après les éditions de 1960 et 1994, une aubaine donc pour la ville du nord de la France. Je sais pas pour vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous irez à ce départ à Lille dans 1 an et demi? Forcément, c'est en France. Je trouve que c'est pas mal. Surtout il me semble que les 3 derniers départs c'était à l'étranger. Ouais. Copenhague, Bilbao et Florence, ouais, il me semble. Alors pas dans l'ordre. Florence à venir du coup. Florence, c'est cette année, ouais, c'est 2024. 2024, oui. Florence 2024, mais du coup Copenhague et Bilbao. Mais c'est vrai quoi, un départ en France, ça peut être pas mal. Et en plus c'est à proximité. Donc ouais, pourquoi pas. Et en plus, moi j'avais déjà assisté une sorte de, on a assisté avec Marius au Paris-Roubaix l'année dernière, mais pourquoi pas assister à un départ du Tour de France à Lille, franchement. Il y avait eu une étape lorsqu'il s'était parti de Copenhague. J'avais pu faire, c'était à côté à Villeneuve-d'Ascq, hein, sur le départ fictif. Il sortait par Villeneuve-d'Ascq juste à côté d'ici, au niveau du boulevard là où j'habite, là vers le Cora, tous ces centres commerciaux là, et après il filait, il prenait les chemins de Paris-Roubaix, hein, il prenait les sentiers. Donc c'était déjà assez sympa. Dans le nord, il y a une grosse effervescence autour de ça. On a quand même les Flandres, donc en plus Lille, c'est une vraie ville qui est symbole de vélo. Donc je trouve que c'est un très très bon choix. Et comme tu dis, un départ en France, presque, ça devenait, je sais pas. Ça devenait, ouais. Rare. C'est le Tour de France, mais ça devenait, ouais. Ça, rare. On passe sur le foot et une décision qui est tombée qui va pas faire plaisir à nos amis lyonnais, puisque Marseille est reconnu irresponsable. Donc l'Olympique de Marseille est reconnu irresponsable de l'attaque du bus de l'Olympique lyonnais survenue il y a 2 semaines. Le match sera à rejouer au Vélodrome le 7 décembre à huis clos, bien évidemment. C'est une incompréhension du côté lyonnais, et il y a peut-être même voire l'idée de boycotter la rencontre l'idée se trame un petit peu dans les locaux de l'Olympique lyonnais. Plusieurs joueurs auraient fait part de leur envie de boycotter le match. Donc la décision, elle vient tout simplement des instances de la LFP, en collaboration bien sûr avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, et ils ont rendu leur verdict donc en milieu de semaine par un communiqué. Reconnu donc irresponsable des actes de violence subis par les joueurs de l'Olympique lyonnais, et notamment leur coach Fabio Grosso, qui a été victime d'une grosse blessure au niveau de l'œil. La décision qui fait donc polémique, celle de rejouer le match, bien sûr à huis clos, mais à Marseille au Vélodrome, alors que les Lyonnais avaient la volonté de le faire jouer sur terrain neutre. Je sais pas ce que vous pensez de la décision. Est-ce que vous validez cette décision-là de faire ce match à huis clos? Est-ce qu'à huis clos, ça va changer quelque chose? Est-ce que sur le chemin, le bus ne risque pas de se faire caillasser? Parce que justement, il y avait des mesures assez exceptionnelles qui avaient été prises lors du dernier Olympico. L'autoroute avait été bloquée bien avant, justement, pour que le bus lyonnais arrive sans trop de cafouillis. Et au final, il y en a eu quand même. Donc là, je sais pas, c'est une bonne question. Donc, à voir. Un petit peu compliqué comme décision à prendre, mais voilà. On fera avec et on espère qu'on n'aura pas de débordement cette fois-ci pour nos amis lyonnais comme pour nos amis marseillais. Est-ce que ça aurait été facile de le faire sur terrain neutre, par exemple? C'est ça le truc. Je pense que ça aurait été une plus sage décision, ouais. Moi, c'est sur les sanctions plutôt que je m'interroge. Je sais pas pour vous,
les sanctions envers alors certes, l'Olympique de Marseille n'est pas reconnu comme responsable, mais est-ce que là les pouvoirs publics ont peut-être un pouvoir sur sanctionner les supporters marseillais? Je veux dire, pour moi, ces actes ils doivent pas rester impunis. Pour que les footballeurs, on les voit beaucoup, ils s'adressent beaucoup aux médias pour jouer dans un contexte de paix, où en fait le sport serait encadré en quelque sorte par des règles et par une déontologie. Et le fait que ces actes ils restent impunis et ils soient pas sanctionnés, on se pose des questions sur tous les gestes. En fait, ils vont être reproduits, c'est ça le truc. S'il n'y a pas de sanction, le message est peut-être pas complet. Ouais, il y a eu des supporters marseillais sanctionnés. Après, leur jugement est encore en cours de délibération, a été reporté. Mais il y a des supporters qui ont été soit interdits de stade, soit des amendes. Il y a eu des sanctions qui ont commencé à tomber déjà. Ouais, après c'est vraiment des sanctions. On a l'impression que, personnellement, dans l'opinion, on les entend pas, quoi. Donc je suis d'accord sur le fait que Marseille est pas forcément responsable dans le sens où c'est en dehors du stade, et donc hyper difficile à réglementer. Mais en même temps, c'est des faits tellement graves qu'il faut. Je suis d'accord avec toi. Faut pas que ça reste impuni, quoi. Il faut que ce soit sanctionné, il faut marquer le coup et mettre des grosses sanctions. Et ces sanctions-là individuelles, malheureusement, j'ai l'impression qu'on les entend pas plus que ça, et que du coup, ça incite pas du tout à ne pas recommencer, et à ce que ça change cette violence qui est de plus en plus présente finalement. Ouais. On continue sur un petit peu de foot et on va un petit peu accélérer. On va revenir sur le petit craquage, voire le gros craquage de Bruno Genesio ce week-end à la mi-temps de Rennes-Lyon. C'est rien, ça. Il y a eu des échanges de doux mots avec les membres du staff lyonnais, et donc un début de crise, clairement une crise qui commence vraiment à arriver côté rennais. Ils ont été battus 1-0 par Lyon à domicile, Lyon qui n'avait pas gagné depuis le début de la saison. C'est dur pour les Rennais qui enchaînent un cinquième match sans victoire en Ligue 1. Et donc on passe une deuxième news et une annonce qui était très attendue, la liste de Didier Deschamps, avec un nom qui a retenu l'attention de tout le monde. À 17 ans, Warren Zaïre-Emery vient d'être appelé pour la première fois par le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, avec des stats impressionnantes depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain, 2 buts et 5 passes décisives et des prestations de plus en plus solides. Il devient le plus jeune joueur appelé en équipe de France depuis 1945 et devance l'ancien plus jeune joueur qui a lui aussi été appelé, c'était Eduardo Camavinga. Enfin, une toute petite information pour vous parler d'un ancien joueur qui devient coach. C'est la légende espagnole Cesc Fabregas qui a été nommé coach dans son club en Italie à Côme. Membre important du projet transalpin, l'ancien joueur de 36 ans, passé notamment par l'AS Monaco, par le Barça ou encore par Arsenal, a pris les commandes du club actuel 6e de Série B. On passe sur du rugby avec une grosse news qui a été officialisée aujourd'hui. Antoine Dupont va préparer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7. Voilà, comme vous le savez tous, le rugby à 15 n'est pas au programme. Les JO, c'est le rugby à 7 qui représentera le monde de l'Ovalie à Paris l'été prochain. Et comme pour le football, des grands noms du rugby à 15 veulent participer à la compétition pour se permettre d'ajouter une médaille olympique à leur palmarès. C'est le cas de Antoine Dupont, qui l'avait fait savoir bien avant. Et aujourd'hui, la décision a été évaluée et acceptée. Et donc, il participera bien à ces JO à Paris en 2024. En tout cas, il les préparera avec l'équipe de France. Donc on se pose un peu de questions. C'est donc une aubaine pour notre groupe France, bien sûr, pour cette équipe de rugby à 7, même si cela fait perdre peut-être un petit peu de charme au top 14, puisqu'il va devoir manquer des matchs pour préparer cette compétition. Et surtout, ça empêche donc un joueur, voire plusieurs, de prendre part à ce rassemblement des joueurs de rugby à 7 qui pratiquent le sport toute l'année. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette décision sur le fait d'intégrer Antoine Dupont dans ce groupe du 7 de l'équipe de France? Pour moi, ça relève 2 grosses questions. Ça va être, est-ce que un Antoine Dupont suffira à faire gagner cette équipe de France à 7 masculine, on parle, parce qu'en plus les femmes, elles déjà médaillées au dernier JO, donc il y avait déjà cette petite vitrine là, en tout cas pour ce qui est du rugby aux Jeux Olympiques. Donc là, ça va être la question des hommes. Est-ce qu'un homme va pouvoir changer toute une équipe, s'il n'y a que lui, bien sûr, qui intègre, qui est le gros nouveau? Et comment va fonctionner, comment va réagir le 15 de France sur les matchs à venir, notamment le tournoi des destinations, quand même, qui est quand même l'échéance toujours pour nous. Vous les voyez comment, vous? Déjà pour la première. Est-ce que Antoine Dupont va suffire? Alors, tu veux Vas-y, je prends un peu. Antoine Dupont, est-ce qu'il peut changer à lui seul l'issue de ce rugby à 7 et de cette équipe de France? Non, c'est pas un joueur qui va suffire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va ramener sa part d'expérience, sa technicité et bien sûr son œil.
en tant que bon demi de mêlée, exceptionnel même. Après, c'est vrai qu'il a jamais connu ces disciplines, donc forcément il y aura une fenêtre et même une participation à quelques tournois du circuit mondial avec l'équipe du rugby à 7 pour l'adapter en fait au jeu, pour travailler les automatismes. C'est essentiel en fait pour lui, donc ce qui implique justement il pourrait du coup faire une croix tout logiquement sur le tournoi destination et sur et même plusieurs matchs du top 14 avec Toulouse, parce que c'est vrai, il faut caler en fait les tournois du circuit mondial avec le rugby à 7 qui se déroulent en fait je crois que ça commence en décembre et 2 tournois je crois ont été fixés en fonction de l'année Toulouse, de janvier à juin en fait, mais c'est sûr, moi si je devrais critiquer ce choix de Dupont, en soi j'ai envie de dire que c'est peut-être une fois dans une vie de participer aux Jeux Olympiques pour son pays dans l'Hexagone, donc c'est peut-être une bonne décision. Après je pense que l'issue de la Coupe du Monde aurait pu dissuader son choix. Je veux dire, quand même, si l'équipe de France aurait été championne du monde, je pense que sa décision aurait été totalement différente. C'est ça que je veux dire. Ça aurait changé sa décision. Mais je vois pas de mal à cette participation. Ouais. Et pour vous, alors, ce tournoi destination à venir pour notre 15 de France, est-ce que sans Dupont, qui était aussi le chef d'orchestre et qui était l'élément, un peu le coq de cette équipe-là, est-ce qu'on va quand même faire un beau tournoi destination selon vous? Ouais. Oui, il y a de la case, de toute façon. Et puis ça redistribue aussi les cartes. Pour le poste, demi-mêlée, oui, avec Maxime Lucu et Couillou. En plus, ça a peut-être aidé Fabien Galtier à lui choisir un vrai numéro 2. Ouais. Peut-être parce qu'on était un peu sur ce moment où d'un match à l'autre, on n'arrivait pas à savoir qui était vraiment le numéro bis à ce poste-là. Et à mon sens, peut-être que ça peut jouer. En tout cas, il peut vraiment utiliser ce tournoi de destination pour dire ok, vraiment, on part là-dessus. Ouais, pour prendre tes décisions, je pense que ça va être essentiel. Ouais. Très bien. On finit sur 2 autres petites news au rugby avec un autre international français qui a fait parler de lui. C'est pour son transfert qui devrait se faire donc entre le Racing Club de Toulon et le Stade Toulousain. Les Toulonnais qui vont récupérer Melvin Jaminet. Il va retrouver un club dans lequel il avait été formé en 2015 avant de ne pas y être conservé. Donc un retour aux sources pour Melvin Jaminet. Enfin, une petite information sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Toulouse. On conclut cette partie rugby avec l'événement important qui s'y tenait aujourd'hui. Le jugement en appel de Bastien Chalureau à Toulouse, le joueur du 15 de France, est pour rappel jugé pour des violences et insultes à caractère raciste remontant à juin 2020. On sait qu'il y avait Thierry Dussautoir qui était notamment contre lui. Donc à voir ce que va donner la décision, mais on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Maxime pour ces news. On va rester un tout petit peu. On a entendu du Rennes, du Toulouse, un peu de Marseille au tout début. On va pouvoir rester un peu là-dedans et on va revenir plutôt sur du football pour le moment débat de ce soir dans le CSC que vous avez choisi presque à l'unanimité. Je crois que Maxime, je suis pas trop positif. Non, j'avais pas vu le message. Donc après, j'ai checké, j'ai vu le truc de Marius, j'ai fait ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Gaëtan? Non, rien, ça m'a fait rire parce qu'il a même pas voté, je crois. Il a liké mon message genre 10 heures après, je crois. Il découvre Maxime. On fait un petit bilan, on en profite là en quelques minutes sur les débuts plutôt réussis des clubs français en Coupe d'Europe. C'était assez rare ces dernières saisons pour souligner qu'après 4 journées, on a quand même des clubs, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, qui sont bien partis. Pour rappel, nos 6 représentants en Ligue des Champions, on a Paris et Lens. En Ligue Europa, la C3, on a Marseille, Rennes et Toulouse. Et Lille, les Lillois de Pierre Mauroy, qui sont eux nos représentants en Ligue Europa Conférence. Est-ce que vous voulez commencer par une équipe? On fait des micro-bilans. Est-ce qu'on fait dans l'ordre? Est-ce qu'on commence par hiérarchie? Ouais, conférence en premier, on commence du plus petit au plus grand. Allez, on va partir sur nos Lillois pour commencer, qui jouent donc dans ce groupe A de C4. Petite mise au point après 4 journées. Lille, pour l'instant, est premier de son groupe avec 8 points, avec 2 victoires et 2 nuls, surtout pas la moindre défaite pour les Lillois, avec à chaque fois des victoires quand il s'agissait de matchs à domicile et des nuls à l'extérieur. Et pour rappel, pour ce qui est de la concurrence, c'est des équipes au nom parfois difficile à prononcer, mais on a Bratislava qui est juste derrière avec 7 points, Klaksvik des îles Féroé qui se retrouve 3e pour l'instant avec 4 points, et Ljubljana avec 3 points. C'est Lillois du coup pour l'instant premier de leur groupe.
C'est pas non plus le groupe le plus relevé pour eux, en tout cas au niveau de la revue d'effectifs, même si c'est pas des équipes faciles à jouer, qu'on connaît pas trop. Par contre, ce dernier match face à Bratislava, qui a fini sur un nul là-bas, donc, ça aurait pu les qualifier presque définitivement avec cette première place, et donc ça leur aurait offert les huitièmes de finale. Ils ont intérêt à les assurer, ces huitièmes de finale, pour vous. C'est sûr. Sinon, ça risque pas de chauffer, mais ça risque d'un peu tirer la langue, parce que le club a quand même des ambitions un peu plus élevées que la Ligue Europa Conférence, j'imagine. Et la qualification en huitième de finale est primordiale. Avec un prochain match à venir fin novembre contre Ljubljana, mais c'est à l'extérieur, c'est peut-être pas forcément sur ce match-là que peut se décider en tout cas la première place, puisqu'on rappelle, on va le rappeler, mais pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, seul le premier verra les huitièmes de finale et le deuxième fera un tour de barrage. Donc Lille, en tout cas, vise cette première place, puisque ça leur éviterait déjà des matchs en plus dans le calendrier. Déjà qu'on a allégé en nombre d'équipes la Ligue 1, alors ça c'est pour se rajouter des matchs avec la Coupe d'Europe, c'est pas terrible. Ljubljana donc à venir, et puis ensuite Klaksvik à domicile pour finir. Du coup, normalement, s'il n'y a pas de faux pas à la 5e journée, je pense que sur le dernier match à domicile, il devrait y avoir victoire et première place en tout cas. Ouais. Confirmez-vous. Ouais. On y sera. Il faut au moins, ouais. On y sera contre Klaksvik. On ira tous. Du coup, je monte d'une catégorie, je passe des poids plumes au poids mi-lourd, on va dire. Gaëtan, je sais pas si je me trompe. Non, ça va. Poids plume. Dans les poids coq, j'en ai loupé, mais je suis monté à poids mi-lourd, moi, direct. Ouais. Parce que c'est la C3 quand même. On parle de Ligue Europa. On va partir sur les Rennais. Qui sont premiers, eux, de leur groupe, qui sont premiers avec 9 points et avec un match en plus à noter sur Villarreal et l'Académie Maïfa qui sont dans ce même groupe. Mais les Rennais qui ont fait un très bon départ aussi avec 3 victoires, une défaite. Une défaite 1-0 à Villarreal. Alors, en l'occurrence, cette défaite, c'est la plus logique, a priori, des 4 premières journées côté Rennais. Oui, honnêtement, le match a été âprement disputé, je sais pas, mais en tout cas dominé par les Espagnols. On manque quand même l'égalisation avec c'était le retour de Martin Terrier qui rate un penalty pour on lui avait offert ce cadeau-là de pouvoir égaliser, et il a manqué son penalty, donc peut-être que la défaite est logique, mais on aurait pu peut-être faire un sans faute sur ce groupe F. Après, on s'impose au Pana en Grèce, et ça c'était un match assez compliqué, parce qu'on sait que l'OM s'est cassé les dents ici cet été, donc dans les barrages, ouais. Ça a été une victoire où ça a quand même solidifié le groupe. On s'est dit, on peut peut-être commencer une série, quelque chose. Au final, le championnat nous fait défaut. Donc à voir après les matchs de Villarreal face au ce match en retard là qui peut un peu voir comment se dessine la concurrence pour cette première place avec Villarreal. C'est ça. Qui va se jouer entre les deux. Ouais. Mais en revanche, pour les Rennais, ça reste quand même un bon exutoire, la Ligue Europa, pour essayer de souder le groupe et peut-être sauver la place de Bruno Genesio. Ouais. C'est peut-être ça, c'est peut-être là-dessus pour l'instant qu'ils vont l'attendre, ce Bruno, sur cette fin de Coupe d'Europe jusqu'en janvier. Pour ce qui est de Rennes, le prochain match, ça sera face au Maccabi normalement, donc là-bas 30 novembre aussi, et puis du coup cette 6e journée contre Villarreal. Donc du moment qu'ils sont sur la même courbe, j'ai envie de dire les mêmes résultats que Villarreal, petite finale certainement à venir la 6e journée, et ça sera à domicile. Donc très bon point pour Rennes. Ça va être bouillant. Ouais. Ça va être bouillantissime. Tu parlais un petit peu de Marseille par rapport au Panathinaikos. Marseille aussi dans son groupe a une équipe Grèce, c'est l'AEK Athènes, mais pas que, puisque à côté 2 autres gros calibres avec Brighton côté Angleterre et puis l'Ajax Amsterdam qui, elle, pour le coup, est une équipe très malade en début de saison, et ce qui permet à l'OM pour l'instant d'être premier de son groupe avec 8 points, comme pour Lille, 2 victoires, 2 nuls, donc pas la moindre défaite, et notamment ces 2 dernières victoires de suite contre l'AEK Athènes entre le match aller et retour. Et Marseille qui en plus va recevoir pour la 5e journée l'Ajax à domicile, un Ajax malade du coup qui pourrait offrir aussi 3 points à Marseille, et là aussi on les sent très bien partis, mais attention parce que Brighton 2e avec 7 points, là aussi cette 6e journée contre Brighton ça fait office de petite finale. C'est Brighton là-bas ou c'est à Brighton, ouais. Il y avait eu 2 matchs aller au Vélodrome. Ça va être chaud. Ouais, monsieur Première Ligue là-bas, Brighton, tu les sens. Brighton là-bas, c'est compliqué. Hein. Ça fait pas trop de bruit, mais
c'est un tout petit stade, c'est pas un très gros stade, mais ça fait beaucoup de bruit et c'est une grosse ambiance, donc ouais, ça va être compliqué, je pense. Même de mémoire, les 2 derniers clubs français à avoir été en Angleterre, ça s'est pas super bien passé. Pour Toulouse et Paris notamment. Donc, merveilleuse transition, tu fais exprès. On finit là, du coup sur la Ligue Europa, puisque le 3e représentant dans cette C3, c'est Toulouse, dans son groupe E, qui est 2e avec 7 points, mais qui est un très bon 2e, puisque devant eux, dans ce groupe-là, ils ont malheureusement eu au tirage un certain Liverpool, qui eux donc sont premiers avec 9 points, avec 3 victoires et 1 défaite, mais une défaite contre qui ? Et oui, contre les Toulousains la semaine dernière, 3-2, cette très belle victoire du TFC. Et du coup, c'est peut-être bon aussi pour Toulouse d'avoir fait ces 2 matchs de suite contre Liverpool. Maintenant, ça lui permet d'avoir cette 2e place et de se dire, ok, je sais que dans le calcul, je suis maître de mon destin peut-être. Faut gagner contre Saint-Gilles. Ouais, c'est tout ce qu'il faut. Prochain match à domicile le 30 novembre contre Saint-Gilles. Ouais, faut gagner à domicile et après ce sera bon normalement. Parce que c'est qui? C'est le LASK, le dernier club. C'est Linz, les Autrichiens. Donc faut gagner contre l'Union Saint-Gilloise et après normalement ce sera bon. Toulouse qui a 7 points, qui a 4 points d'avance sur le LASK qui est dernier. Du coup, s'il y a victoire contre l'Union Saint-Gilloise qui en a 4 et qui resterait à 4, même si LASK gagne son match contre Liverpool, on n'y croit pas. Non. Toulouse est assuré de faire top 2. Donc c'est vrai que eux, leur finale se joue la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, du coup le 30 novembre. Super. Allez, on finit alors en vitesse du coup avec la dernière compétition avec nos 2 derniers représentants français pour ce qui est de la Ligue des Champions. Pour le coup, c'est presque là où ça se passe le moins bien au vu de ce qu'on vient de vendre pour les autres clubs qui sont tous premiers ou 2e, mais 2e bien installés. Là, en l'occurrence, Paris est 2e, par exemple, de son groupe F avec 6 points, avec 2 victoires et 2 défaites. Pareil, sur le même principe, victoire à domicile à chaque fois plus ou moins facilement, et puis des matchs à l'extérieur très compliqués. Et d'autant que dans ce groupe-là, toutes les équipes se tiennent avec un petit point à chaque fois de différence. Dortmund est pour l'instant premier avec 7, Paris est 2e avec 6, Milan 3e avec 5 points et Newcastle est dernier avec 4 points, mais du coup ça laisse 2 dernières journées bouillantissimes, j'ai l'impression. On en parlait la dernière fois, mais j'ai vraiment aucun souvenir de voir le PSG galérer autant Je crois que c'est la première fois depuis QSI qu'ils perdent 2 matchs de poule. Déjà. C'est assez impressionnant. Après, c'est vraiment le groupe de la mort, je pense, dans cette Ligue des Champions, mais ouais, c'est vraiment pas gagné d'avance pour le PSG, donc attention. L'équation, elle est simple, faudra gagner les 2 matchs. Hein. Enfin, Newcastle, faudra savoir faire la part des choses et s'excuser auprès des supporters du match horrible qu'ils avaient fait à St. James Park. Et il va falloir faire, je pense, un gros exploit contre Dortmund. Parce que le Signal Iduna Park, ils y sont allés, Milan et Newcastle, ils se sont cassés les dents et vraiment l'ambiance qu'il y avait là-bas, c'était juste monstrueux. Enfin, le mur jaune, on connaissait déjà, mais là, vraiment, c'était assez impressionnant. Et sur les dynamiques et au vu des effectifs, Dortmund n'était pas non plus l'équipe annoncée à être en tête au bout de 4 journées. Et c'est eux maintenant les fers de lance de ce groupe-là, les plus combatifs a priori sur le papier et qui ont fini, le PSG finit par ce match-là et comme tu le dis, au Signal Iduna Park. Et puis pour finir aussi, donc Lens, qui lui aussi, c'est pas groupe de la mort, mais au niveau de Lens, c'était un des groupes les plus relevés pour nos clubs français en tout cas. Et Lens pour l'instant qui est 3e avec 5 points à égalité avec le PSV Eindhoven. Malheureusement cette défaite la semaine dernière à Eindhoven, c'était une trop belle occasion de manquer, j'ai l'impression, pour les 100 €. Surtout vu la physionomie du match, ils prennent un but très tôt et derrière, je crois il y a 8 ou 9 cartons jaunes, un carton rouge. Ils font beaucoup de fautes et pourtant ils ont des grosses occasions et ça rentre pas. Ça a été compliqué pour eux, surtout que là ils vont aller à Londres, à l'Emirates pour essayer de faire un résultat contre Arsenal. Je sais pas si ça va être possible. Forcément. Personnellement, j'espère pas. Je les aime bien, mais bon. Est-ce que du coup, avec cette dernière journée contre Séville à domicile et donc Arsenal qui affrontera le PSV, est-ce que c'est pas Arsenal qui va décider un peu de l'ordre de ce groupe? Le truc, c'est que si Arsenal gagne, Arsenal est qualifié et sûr d'être premier, je crois. Mais oui, si Arsenal gagne, ils sont sûrs d'être premiers contre Lens. Donc après, ils pourraient faire tourner contre le PSV. Donc je sais pas. Il faudrait aussi être attentif aux résultats du PSV. Enfin, je veux dire, l'autre match entre PSV et Séville, on espère un nul presque parce que rien n'est fait. Mais après, Lens Séville à domicile, on sait que les Lensois ils sont un peu portés par la ferveur de leurs supporters. Je pense que ça va être un match exceptionnel et franchement la qualification elle est possible.
Ouais, parce que si on part sur l'hypothèse d'Arsenal qui balance, mais Séville qui... alors, admettons même que Séville batte le PSV, là on aurait 3 équipes à 5 points, quand même, pour la dernière journée. Donc là, pour le coup, Arsenal, on va compter, et puis Lens devra, dans tous les cas, faire la différence contre Séville à domicile. Voilà, la dernière fois qu'ils étaient allés en Angleterre contre Arsenal, c'était plutôt bien passé. Hein. Oui. C'était il y a 15-20 ans, mais ils avaient gagné à Wembley, donc ouais, on verra. J'étais né. T'étais né, toi? Ouais, non. Oh. Bon, très bien. Voilà pour ce petit panorama. Ben, on en reparlera de toute façon à l'issue de la 6e journée avec un peu où en sont nos clubs français, qualifiés ou non pour les 8e de finale, qualifiés peut-être pour les 16e de finale ou bien relégués même un peu plus bas. Peut-être que Lens aussi en C3, ça serait déjà aussi ça serait déjà pas mal. Bon, surtout vu l'effectif et de cette équipe-là qui pourrait peut-être aller plus loin que prévu dans une Coupe d'Europe s'il s'agissait de la C3. Voilà, pour le choix de la deuxième musique qui va arriver dans un instant. Je pensais à Toulouse, et puis qui dit Toulouse et musique dit Big Flo et Oli. Voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Et puis notamment ce son dont je me rappelais qui est sorti de leur dernier album et pour lequel je ne sais pas si vous aviez vu passer le clip vidéo. Cette chanson s'intitule Dernière, et pour ce petit clip vidéo, ils avaient invité notamment Olivier Giroud, Antoine Dupont et d'autres grands sportifs comme ça. Donc on s'écoute cette chanson-là avec un peu d'Antoine Dupont dedans et on revient juste après pour Portrait et Immanquable. C'était le son Dernière de Big Flo et Oli, donc tiré de leur dernier album, avec notamment, pour ce qui était du clip, quelques invités de marque du monde du sport. On poursuit, on avance dans cette nouvelle émission du Campus Sport Club. On est dans les 9 dernières minutes même de l'émission, et il est temps à 2 autres personnes de prendre la parole, mais d'abord celle de Gaëtan pour un petit portrait. Gaëtan autour du MMA, il vous en parle dans un instant. Courage, détermination et discipline, le CSC vous présente la sensation du MMA amateur. Et quelle est donc cette sensation, Gaëtan ? Je vais aujourd'hui vous parler d'un jeune combattant de MMA. Je vais vous parler de Paul Denis Navarro. Vous avez très certainement déjà entendu parler de lui ou même juste vu passer sur vos réseaux des extraits de ses combats, car c'est un jeune homme qui ne cesse de faire parler de lui. Paul Denis Navarro, plus communément appelé Paul Denain, est un combattant originaire de l'ouest de la France, de Rennes plus précisément. Il a un peu plus de la vingtaine et évolue au niveau amateur de son sport. La raison pour laquelle je vous parle de ce personnage est assez simple. C'est un bosseur, un mort de faim, qui travaille d'arrache-pied pour atteindre son rêve, toucher les sommets. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas s'il va pouvoir réaliser son rêve, mais plutôt les moyens qu'il se donne et la manière dont il y travaille. J'ai personnellement commencé à le connaître via sa chaîne YouTube Paul Denain fin 2022, car Paul fait partie de ces combattants qui médiatisent beaucoup leur jeune carrière, leur progrès et leur route vers le succès. C'est Morgan Charrière, le combattant français qui évolue à l'UFC, qui est un peu le précurseur de cette pratique. Le fait de former une communauté qui suit par le biais des vidéos les aléas d'un athlète qui essaye de se lancer dans un sport qui demande énormément de sacrifices. C'est quelque chose qui plaît énormément, surtout quand on arrive au début de l'aventure. On a l'impression d'être au plus près de l'athlète. Et moi, quand j'ai commencé à suivre Paul, sa carrière n'était pas médiatisée, on ne parlait pas de lui. Sa chaîne YouTube comptabilisait à l'époque que 1200 abonnés. Et je suis tombé sur ce Breton qui parle bien à la caméra, qui explique son goût pour la pratique et qui filme ses entraînements et surtout ses galères. Il a soif d'apprendre, donc il tente l'expérience de l'étranger en Irlande notamment, et avec le SBG, une salle célèbre à Dublin. Il emporte avec lui un sac d'entraînement avec à l'intérieur que des affaires de sparring et le caractère trempé d'un garçon débrouillard, limite tête brûlée, prêt à tout pour remplir un objectif. Il fait 1m75 pour 66 kg, un style très bagarreur, assez trapu, des appuis bien ancrés au sol, une très bonne explosivité qui lui permet d'avoir un très bon niveau en striking, mais aussi au sol. Sa jeune carrière, elle prend une toute autre tournure le 22 avril 2023, quand il participe pour la première fois à YFC, une ligue créée à l'initiative de Ibra TV, célèbre youtubeur français, une organisation où Ibra TV fait la promotion de jeunes combattants en les faisant s'affronter. C'est une ligue qui a été pas mal critiquée pour son manque de professionnalisme, car les combats ont lieu en général dans des lieux qui n'en ont pas l'usage, comme des city-stades ou encore des terrains de paintball. Incongru. Voilà. Peu importe, notre Paul national y voit l'opportunité de se faire connaître par un plus grand public. Paul Denain performe pour son premier combat, victoire par TKO au deuxième round contre Razan, un combattant tchétchène. À partir de ce moment-là, Paul va devenir un jeune très médiatisé. La vidéo du combat passe le 1 million de vues. La communauté de Paul s'agrandit, passant de 5000 à 60 000 abonnés. Et cerise sur le gâteau, il obtient un nouveau combat pour YFC. Et pas n'importe lequel, un combat contre Ali, jeune tchétchène voulant laver l'honneur de son ami qui avait perdu contre la pépite française.
Paul, youtubeur aux quelques milliers d'abonnés, devient aux yeux des gens le petit Gaulois qui enchaîne les performances. Entre-temps, il fait le sacrifice de quitter une situation stable dans sa ville natale pour s'installer à Paris, où il trouve sa salle d'entraînement attitrée, l'US Métro Biseau, lui permettant de s'entraîner aux côtés de belles pointures comme Morgan Charrière ou encore de son entraîneur Johnny Frachet. Paul devient en juillet 2023 champion de France amateur des moins 66 kilos et occupe le statut de cible à abattre au YFC après sa victoire par soumission au deuxième round contre Ali. C'est ce deuxième passage à YFC qui va faire polémique. Paul est un combattant qui a atteint une certaine popularité et il est considéré par une certaine classe politique comme le franchouillard qui affronte la communauté tchétchène. Ces hypothèses scandaleuses sont évidemment démenties par le combattant et réfutées par les organisateurs de YFC. En tout cas, sa chaîne YouTube comptabilise aujourd'hui 174 000 abonnés. Il est sponsorisé par des marques, invité par Betclic à l'UFC Paris, interviewé par RMC. Alors qu'il y a un an, il vivait encore chez son pote et il enchaînait les jobs d'intérim pour arrondir les fins de mois. Il faut à présent séduire le monde pour Paul Denis Navarro. Il en aura l'occasion car Paul disputera du 20 au 25 novembre les championnats du monde de MMA amateur à Tirana en Albanie. Une échéance qui lui permettra de franchir une nouvelle porte. Qui sait, celle peut-être du monde professionnel, un monde qui regorge d'opportunités. Merci beaucoup Gaëtan. À noter aussi qu'en juillet, il a été champion de France de MMA amateur. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Oui, je l'avais dit, mais je l'avais survolé. Voilà, survolé. Mais quand même que c'est surtout notre champion de France de la catégorie poids plume. Amateur, tiens à préciser. En amateur, oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore chez Benoît Saint-Denis et autres confrères. Merci beaucoup Gaëtan, on est obligé un peu d'accélérer, j'en profite, parce que ça va être l'heure de Marius avec les quelques dernières minutes que tu as Marius, mais j'imagine que tu auras largement le temps de nous livrer les immanquables de la semaine tout de suite après ce jingle. Cette semaine sur le Campus Sport Club, voici ce qu'il ne faut pas manquer, alors laissez place aux immanquables. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer, monsieur Marius? Alors, c'est une semaine de trêve internationale, donc évidemment un peu moins de choses à se mettre sous la dent, mais surtout que l'équipe de France A ne joue que samedi 18 novembre à 20h45 face au Gibraltar à l'Alliance Riviera de Nice. Les hommes de Didier Deschamps sont sur un 6/6 dans le groupe B face à des Gibraltariens, eux derniers de ces qualifications à l'Euro avec un 0 pointé. Autrement, on aura le droit à un match quelque peu particulier au vu de la situation géopolitique, étant donné que l'Israël va tout de même jouer son match de qualification face à la Suisse. Alors bien entendu, ce match ne se fera pas en terre israélienne, mais bien à la Puncho Arena de Felskut en Hongrie, l'enceinte du Puskás Academy Football Club. Cette rencontre aura lieu demain à 20h45. En attendant les A, on va pouvoir voir les Bleuets de Thierry Henry continuer aussi leur sans faute. Premier du groupe H, les espoirs de Titi poursuivront-ils sur leur lancée? On rappelle, le dernier match des Bleuets s'était soldé par un 9-0 face à Chypre avec des doublés de Matistel et de Kalimwendo, deux joueurs passés par Rennes notamment. En tout cas, réponse vendredi à 18h30 à la Josko Arena en Autriche. Toujours sur le ballon rond, les stars de demain sont en train de voir le jour en Indonésie avec la Coupe du Monde U17 qui se tient jusqu'au 2 décembre prochain. Les Français sont pour l'instant premiers de leur groupe avec une victoire face au Burkina Faso 3-0. Prochain match à 13h demain pour les petits de Jean-Luc Vanucci. Donc c'est les immanquables. Donc on ne manque pas aussi ce week-end la finale des Masters de Turin ce dimanche après-midi. Et si vous êtes du matin, je vous propose le Grand Prix de Vegas qui débute lui dès 7h. On revient et on va finir dans la région avec les féminines du LOSC qui reçoivent les Stéphanoises, dernières de la D1 Cette rencontre se déroulera au stadium de Villeneuve-d'Ascq à 14h30. Mais je vous cache pas que l'immanquable de la région ce samedi, ce n'est pas à Villeneuve-d'Ascq, mais c'est bien à Bondues. Et je vais finir par une petite promo, si tu me le permets, Adrien. Donc ce samedi, je peux te mute. Hein. Comment? Je peux te mute. Il me reste une minute. Vas-y. Donc, à l'occasion du 7e tour de Coupe de France, le FC Bondues a l'occasion de réaliser un record historique en Coupe de France. En effet, c'est donc un tour une accession au 8e tour qui peut attendre les joueurs de Maxime Chaillet en battant les Aulnois-Fény, un club de National 2. Donc, je vous donne rendez-vous à 14h au complexe du Fort de Bondues pour ce qui sera peut-être un rendez-vous avec l'histoire. Donc, je sais que je peux compter sur Maxime et sur Gaëtan qui seront présents. Alors, est-ce que Marine et Adrien, vous serez de la partie? Je l'espère en tout cas. Envie, Marine? En tout cas, à samedi. Il t'a bien vendu son immanquable? Il l'a bien vendu là, ça donne envie. Et sinon, la veille, samedi à 14h au Stadium, si vous voulez voir une équipe de Ligue 2, eh bien, Pro 20 accueille l'AV amateur du Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Marius. Merci Gaëtan aussi pour ce petit portrait sur notre Paul Denat. Merci
Merci Maxime pour les news et puis merci Marine pour les résultats et ta côté supporter de l'OM, j'apprécie toujours. Le CSC revient la semaine prochaine sur Radio Campus Lille et d'ici là, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.